Les amis, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus pour ce huitième webinaire euh, organisé grâce à l'amabilité, la gentillesse de notre grand ami Jean-Philippe Beau. Comme chaque fois je le dis, on souhaite toujours le retrouver sur place, mais grâce à ce moyen, on a pu quand même continuer à établir un lien permanent parce qu'avec Jean-Philippe, on ne peut plus s'en passer et on va continuer. Dès que ce que je peux d'ailleurs, il n'est pas parmi nous, je lui passe la parole dans peu de temps, mais il faut qu'il entende ça. Mais dès que les conditions seront ouvertes et possibles, on va faire une grande fête Jean-Philippe Beau à Casablanca. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et à fond. Donc, en continuant ce webinaire aujourd'hui sur le crâne, on va essayer de boucler, mais il y aura encore sûrement des choses à dire pour le crâne par la suite. Mais pour cette série, aujourd'hui, Jean-Philippe nous propose la biométrie et la forme du crâne du fœtus. Et je dis toujours en radiologie en général et en échographie en particulier, et en pôle céphalique, la lecture doit se faire, ne pas aller directement sur l'encéphale, sur les structures cérébrales, mais commencer par une analyse périphérique du contour du crâne et parfois ça peut apporter beaucoup de choses. Et je suis Jean-Philippe pour nous mettre plein les yeux pour ces contours et ces formes du crâne qui peuvent aller de simple au complexe syndromique. Je lui cède la parole en souhaitant bien sûr, en lui remerciant pas assez en votre nom pour tout l'effort qu'il fait et qui a maintenu depuis le mois de juin ces webinaires qui nous mettent toujours au courant de dernières techniques et parfois des communications inédites et il nous fait le plaisir de les faire pour nous. Merci Jean-Philippe, à toi la parole. Eh ben, merci beaucoup Mousse et puis effectivement j'espère qu'on fera une grande fête pour se retrouver tous quand cette cochonnerie nous aura laissé le temps de nous retrouver. Alors effectivement aujourd'hui on va parler de pathologie biométrique et forme du crâne et comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, je veux dire c'est l'extrémité céphalique, c'est pas seulement le cerveau, bien sûr c'est le cerveau mais il y a ce cerveau est dans une boîte et cette boîte il faut s'en occuper parce qu'elle peut avoir des anomalies de taille bien évidemment mais aussi des anomalies de forme. Alors, on va commencer par les pathologies biométriques, puis on verra après les pathologies de forme. Alors, pour parler de pathologie biométrique, eh bien, il faut avoir un certain nombre de préalables, et ces préalables sont tout à fait essentiels. Bien évidemment, il faut une datation qui soit tout à fait correcte. Cette datation, évidemment, dans l'idéal, elle doit être faite au premier trimestre, avant tout sur la longueur crânio-caudale. Et puis, on sait qu'on peut corréler ça avec le BIP quand on est sur une échographie du premier trimestre un peu plus tardive, au-delà de 12 semaines. Il faut quand même, à mon avis, garder comme point de repère la LCC qui est tout à fait fondamentale. Il faut que cette LCC soit bien mesurée parce qu'une mesure qui serait de mauvaise qualité pourrait effectivement là aussi créer de fausses impressions et entraîner vers des faux diagnostics. Il faut donc un contrôle de qualité, il faut utiliser des bonnes courbes et on a plutôt intérêt pour les pathologies biométriques à utiliser des Z-scores. Je vais vous montrer après les rapports avec les Z-scores. L'avantage du Z-score, il est dans les extrêmes parce que ça permet, plutôt que de dire c'est inférieur au troisième percentile, dire exactement quel est le Z-score qui n'est pas donc qui est indépendant et donc qui nous permet de nous faire une idée beaucoup plus précise. Il faut en plus définir précisément les anomalies et c'est particulièrement vrai pour la microcéphalie. Une microcéphalie, la définition princeps et en particulier pédiatrique, c'est un périmètre crânien qui est inférieur à moins 3 DS ou Z-score moins 3 puisque les déviations standards et les Z-scores sont équivalents. Est-ce que on commence toujours les explorations à moins 3 DS, à moins 3 Z-score, à Z-score moins 3 et en dessous, ou est-ce qu'on se donne un petit peu de marge? La plupart des équipes actuellement disent que on commence à se préoccuper du fœtus quand le Z-score est à moins 2.
Et puis, il faut se préoccuper, effectivement, aussi, c'est une possibilité, de parler du décalage entre le PC mesuré et le 50e attendu. Vous savez que c'est un peu ce qu'on fait avec les hernies diaphragmatiques, par exemple, où on compare le LHR observé au LHR attendu. Alors, précision de la datation, on en a parlé, et j'en dis un mot rapidement. Bien sûr, une LCC qui soit bien mesurée, ça veut dire les extrémités céphaliques et caudales bien dégagées. On doit être sur la ligne médiane, c'est-à-dire tubercule génital, l'insertion du cordon au niveau de l'abdomen, et puis les OPN, bien évidemment. Ensuite, en ce qui concerne le diamètre bipariétal, on a déjà largement parlé en ce qui concerne le premier trimestre. Il est dans un plan qui est tout à fait identique au plan qu'on peut avoir au deuxième trimestre, avec en fait pas au niveau où on voit ces ailes de papillon complètes là, qui correspondent au plexus choroïde, c'est légèrement en dessous, et on voit ici les thalamies, le diencéphale et le futur V3, et puis cette image arrondie assez importante en arrière, qui est l'aqueduc, qui à ce terme-là apparaît comme tout à fait volumineux. Comme pour le deuxième trimestre, en arrière, pas de cervelet. Si on voyait du cervelet, c'est que l'orientation de la coupe serait trop en bas et en arrière. En ce qui concerne maintenant les trimestres suivants, eh bien, je veux dire, je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler comment on mesure un BIP et comment on mesure un PC, mais quand même, il faut être rigoureux. Il faut avoir sur la coupe, sur cette coupe, il faut avoir en avant comme repère la cavité du septum pellucidum, en arrière, ne pas avoir de cervelet et donc se trouver au niveau de la citerne ambiante, et bien sûr, avoir une symétrie entre les deux tables osseuses par rapport à la ligne médiane, de façon à avoir un plan qui ne soit pas insynclite. Placer les calipers maintenant, à peu près toutes les courbes, placer les calipers sur l'interface de la table externe, l'interface externe, et pour le PC, eh bien c'est pareil, l'ellipse est placée au bord externe des structures osseuses. Si on veut être vraiment heureux, eh bien, comme tout, il faut un contrôle de qualité. Le contrôle de qualité, c'est le plan symétrique, on vient d'en parler. On visualise les thalamies au milieu, la cavité du septum pellucidum en avant, le cervelet non visible, et donc on passe au niveau de la citerne ambiante, les calipers correctement placés, on vient d'en parler, et puis un cliché qui soit suffisamment gros. Mesurer un BIP sur un timbre-poste, évidemment, c'est se mettre dans la situation d'avoir des mesures entachées d'erreurs. Alors, bien sûr, seuls les courbes publiées sont fiables. On travaille de plus en plus sur les courbes Intergrowth 21. Il faut avoir aussi présent à l'esprit que la plupart des machines, il y a des courbes qui ont été intégrées dans les machines. D'ailleurs, en fait, on peut en changer, mais souvent, on s'aperçoit quand on pose la question aux confrères qu'ils ne savent pas trop la courbe qu'ils utilisent. Évidemment, on comprend très bien que si on utilise une courbe différente de celle avec laquelle on pratique la méthodologie, on va là aussi avoir des erreurs. Donc, bien savoir quelles courbes on utilise et comment elles ont été constituées par les auteurs qui les ont créées. Alors, en ce qui concerne les définitions, bien sûr, le 50e percentile, c'est Z-score 0. Vous voyez que le 5e percentile ici correspond à un Z-score à moins 1,6. De le 2,5e percentile, Z-score moins 1,96. Et puis Z-score moins 3, vous voyez qu'on a 0 et on peut encore descendre en dessous. C'est ça l'avantage des Z-scores, savoir où on est ici. Est-ce qu'on est vraiment très bas ici ou est-ce qu'on est juste à la limite? Ça, c'est vraiment un point, à mon avis, qui est très, très important. Donc, définition microcéphalie, moins 3DS, Z-score moins 3. En ce qui concerne les petits PC, donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, moins 2 déviations standard ou Z-score moins 2, ce qui est la même chose. Et puis, les macrocéphalies, plus 2,5 DS ou Z-score plus 2,5.
Alors, donc une fois qu'on a brossé le tableau et les éléments, les outils qui permettent de faire un diagnostic d'anomalie biométrique, eh bien, on va d'abord s'intéresser au petit crâne avant de s'intéresser ensuite au crâne plus volumineux. Alors, j'ai repris ici ce tableau qui est un tableau qui a été fait par Laurent Guibaud et que je trouve très intéressant, évidemment totalement indigeste à regarder comme ça. Donc, je vous le résume ici et ça, c'est vraiment important. Et donc, vous pouvez pas être en face d'une anomalie de type petit crâne sans effectuer un bilan complet. En particulier, premier élément, la biométrie céphalique, elle doit être rapportée aux autres paramètres biométriques et c'est une des façons de dépister un retard de croissance intra-terrain qui serait majeur en particulier. Et donc, ne pas oublier le contexte vasculaire, regarder les Doppler utérins, penser aux toxiques. Alors, l'alcool chez vous, je ne pense pas que ça ait de gros effets, mais un certain nombre de choses qui peuvent venir perturber la biométrie de ce fœtus. Un élément important, c'est le degré de sévérité et la rapidité. Effectivement, je veux dire, un PC dont on voit vraiment les mesures diminuer de façon brutale, c'est inquiétant. Ça peut faire évoquer une origine clastique. Il faut bien regarder les espaces cérébraux. En particulier, on sait que dans des pathologies infectieuses de type cytomégalovirus, on a non seulement une microcéphalie, mais on a une microencéphalie, c'est-à-dire que le cerveau se trouve très petit et même flotte dans une boîte crânienne qui est déjà elle-même petite. Bien sûr, apprécier la giration et en particulier regarder la vallée sylvienne. Je sais que maintenant, vous êtes des experts de la giration depuis qu'on en a parlé allègrement. Et déjà, si vous regardez la vallée sylvienne régulièrement sur chaque échographie, je trouve que c'est très bien. Regardez l'ensemble du cortex. Attention au cortex qui apparaît un peu trop smooth. Il faut se poser là, de façon encore plus aiguë, le problème d'une giration qui serait altérée. Et puis, évidemment, rechercher d'autres signes qui pourraient évoquer une origine infectieuse, des anomalies du liquide, un foie trop gros, une rate trop grosse. Bien sûr, regarder au niveau vasculaire. Et quand j'ai parlé de vasculaire, je parlais par exemple d'anomalies de type shunt ombilico-systémique qui peuvent avoir une répercussion sur la croissance. Bien étudier la ligne médiane du cerveau fœtal et puis bien étudier évidemment la fosse postérieure. Donc grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder très attentivement aussi le cerveau. Alors en fait, dans ce qui concerne la morphologie de ces microcéphalies, en dehors du fait que bien sûr la biométrie est très abaissée, il faut savoir regarder le profil du fœtus et ces microcéphalies vrais ont la plupart du temps un front qui est très fuyant et ça, c'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit. On peut bien sûr vérifier cet aspect fuyant en coupe multiplanaire, ce qui toujours permet d'avoir un profil strict, mais vous voyez que sur cette image, on a effectivement un front fuyant, en plus là, il a un rétrognatisme, et puis quand on regarde ici sur une coupe coronale, eh ben, on s'aperçoit effectivement que la tête, elle est vraiment, la voûte crânienne, elle est vraiment très étroite, c'est un peu en pointe, et c'est tout à fait inhabituel et anormal. Bien sûr, des aspects fétopathologiques qui viennent confirmer tout à fait la dysmorphie qu'on avait pu voir en échographie. Et donc, dans le bilan étiologique et par rapport aux différents examens dont on a pu parler, eh bien, regardez les espaces péricérébraux. Et ici, on voit très bien que ce cerveau, dont les bords sont tout à fait anormaux, flotte dans la boîte crânienne. Hein. On est vraiment dans le cadre d'une micro-encéphalie. Bien évidemment qu'on va retrouver d'autres signes qui sont en rapport avec le cytomégalovirus. Ici, on a un halo périventriculaire qui est très marqué. Bien sûr, on n'est plus à 17-18 semaines où on pourrait voir la migration. On est à un terme où on ne devrait absolument pas voir ce type d'image. On a eu cette période Zika là, avec lesquelles les gens
Guyane en particulier avait fait des papiers très importants parce qu'il y avait une épidémie très importante de Zika. Et vous voyez que c'est à peu près la même chose. On a un cerveau qui est complètement rabougri et entouré de beaucoup de liquide au niveau des espaces cérébraux. Et puis on trouve cette désorganisation du cerveau et ce front fuyant en rapport avec la microcéphalie. Alors ensuite, la gération, on en a déjà beaucoup parlé. Je veux vous redire quelque chose à propos de ces vallées sylviennes. Surtout, n'hésitez pas à utiliser les coupes coronales. Ces coupes coronales vont vous permettre de voir les deux vallées sylviennes, donc de vous mettre à l'abri d'un trouble de gération qui serait unilatéral. Ça va vous permettre aussi de bien visualiser les contours des hémisphères cérébraux et donc de vous mettre à l'abri d'un trouble de la gération. Alors, je vous ai mis ici un exemple de gération très altérée. Vous voyez qu'ici, on a 24 semaines et qu'on a une vallée sylvienne qui est à peine visible, qui est donc tout à fait normal. On voit bien aussi qu'il y a un halo et on voit bien que c'est une origine infectieuse. Je vous rappelle un papier, mais en fait, c'est un petit peu pour mémoire, un papier qu'avait fait Edwin Quarello, où il étudiait le bord de la vallée sylvienne, la façon dont elle se rapprochait de la ligne médiane, donc la façon dont elle se perculait, et ceci permet effectivement de dater la vallée sylvienne et de voir si elle est en rapport avec le terme où on est présumé la mesurer. Je vous rappelle quand même une chose très simple et un moyen mnémotechnique, c'est que la vallée sylvienne évolue suivant une forme en U à 22 semaines, puis aux alentours de 27-28 et T aux alentours de 32 semaines. Alors voilà un petit exemple. Par exemple, ici, c'est une lisencéphalie type 1 dite de Miller-Dicker et vous voyez que manifestement, là aussi, on a des espaces péricérébraux qui sont larges et surtout quand on regarde cette coupe coronale, on voit que les deux vallées sylviennes, elles sont quasiment inexistantes et on pourrait en fait quasiment faire un 8, ce qui est assez caractéristique de ces lisencéphalies de type 1. Origine infectieuse à rechercher, on a parlé tout à l'heure du CMV, voilà, et du Zika et de la toxo. Donc le Zika, vous savez qu'il y a tout un tas de signes intracérébraux avec des calcifications, avec ces espaces péricérébraux très larges, des anomalies du corps calleux. C'est vraiment très, très désorganisé. On a déjà parlé du CMV et on revoit ce halo qu'on avait vu. Un aspect assez significatif du CMV, c'est ces synéchies intraventriculaires, en particulier au niveau des cornes postérieures, qui parfois sont décrites où la patiente est envoyée pour kyste du ventricule. En fait, c'est simplement une synéchie à l'intérieur du ventricule. Un halo ici en coupe coronale qu'on voit très bien, et puis bien évidemment des images échogènes pontiformes disposées un peu partout, en particulier ici dans les noyaux gris centraux. La toxoplasmose, il y a une ventriculomégalie qui est en général ventriculomégalie évolutive rapidement, et puis on voit des zones de nécrose du cortex cérébral avec ces images dites en tache de bougie. Et là, en plus, non seulement on a la tache de bougie, c'est-à-dire une zone échogène avec des contours peu visibles, comme effectivement une tache de bougie qui serait sur une nappe, sur une table. Et puis en plus, ici, on a une nécrose au milieu de ces taches de bougie, donc qui traduit la sévérité de l'infection. On peut avoir des origines vasculaires et donc ici différentes images, en particulier on voit bien qu'il y a ici très probablement une hémorragie intraventriculaire, qu'il y a des zones clastiques avec des zones de porencéphalie, ce qu'on trouve ici, et puis là on a une schizencéphalie par destruction d'une partie du parenchyme cérébral et donc d'origine vasculaire ischémique. Bien regarder la ligne médiane, on en a parlé tout à l'heure. Ici, une autre image de lisencéphalie. Vous voyez que ce corps calleux est manifestement anormal. On ne retrouve pas les reliefs habituels et surtout, il est extrêmement court et très épais. Ici, toujours sur la ligne médiane, une image assez rare où on est en face d'une holoprosencéphalie lobaire, c'est-à-dire extrêmement limitée à une partie
au niveau du tiers antérieur de la ligne médiane, avec ce pont de tissu qui va d'un côté à l'autre de la ligne médiane et qui traduit cette holoprosencéphalie lobaire. La fosse postérieure, toujours dans des anomalies de giration, l'aspect tout à fait caractéristique du tronc cérébral en forme de Z qu'on retrouve dans les lisencéphalies type 2, type Walker-Warburg, et puis une lisencéphalie type 3, vous voyez qu'on voit très bien la boîte crânienne, on voit très bien ce front fuyant, et j'aime beaucoup cette image de Bart Simpson avec son petit cerveau là qui flotte dans la boîte crânienne. Alors, vous trouverez sur le site et sur le topo qui sera à votre disposition, vous retrouverez un certain nombre de références qui peuvent vous intéresser, bien évidemment. Donc ça, c'était l'aspect microcéphalie. Donc, pour résumer, bien daté, bien mesuré et bien recherché le cerveau, bien regarder le cerveau, la fosse postérieure, la ligne médiane, la giration et en particulier la vallée sylvienne. Alors, les macrocéphalies, c'est moins fréquent et c'est, je dirais, presque plus difficile. Alors, évidemment, il y a des macrocéphalies où le doute n'est pas permis. Ici, on a une hydrocéphalie majeure par sténose de l'aqueduc, il y a une destruction de la ligne médiane, donc effectivement, pas trop de problèmes diagnostiques. Hémimégalencéphalie, encore une fois, tout l'intérêt de la coupe coronale, et cette coupe coronale, on voit très bien un hémicerveau ici qui a un aspect à peu près normal pour le terme où on doit être à 22-23 semaines. Par contre, ici, une pachygyrie avec un hémisphère qui est nettement plus gros. Ici, une déviation de la ligne médiane. Donc, hémimégalencéphalie, on comprend très bien que ce cerveau anormal va faire grossir la boîte crânienne. Évidemment, les tumeurs cérébrales, une image assez ancienne d'un glioblastome. Toutes les tumeurs cérébrales, en particulier importantes, peuvent effectivement donner des macrocéphalies. Alors après, il y a des syndromes pour lesquels la macrocéphalie s'inscrit dans un cadre de macrosomie. Bien évidemment, le syndrome que vous connaissez certainement le mieux, c'est le syndrome de Beckwith-Wiedemann. Et puis, de temps en temps, on évoque une petite série de syndromes autres, Soto, Simpson-Golabi-Bemel, Weaver, Perlman et Pallister-Killian. Et on va en dire deux mots, évidemment, mais on va surtout parler déjà du Beckwith. Alors, le syndrome de Beckwith-Wiedemann, ça a été décrit en 63 par Beckwith, puis Wiedemann a complété la description clinique en 64. C'est une fréquence qui n'est pas très importante, c'est 1 sur 13 500. En fait, c'est un syndrome de croissance excessive. C'est une génétique qui est assez complexe avec une dérégulation de l'empreinte parentale, en particulier au niveau du chromosome 11. Et en fait, c'est un syndrome qui est plutôt polymalformatif. Alors, quels en sont les signes cliniques? Premièrement, la macrosomie au niveau de la masse musculaire et de l'épaisseur des tissus sous-cutanés, ce qui est ça plutôt pas très facile à voir en échographie, sauf peut-être l'épaisseur des tissus sous-cutanés. Il y avait un Américain qui s'appelait Wesley qui avait proposé de faire une mesure de la cuisse, du périmètre de la cuisse à mi-chemin sur la diaphyse fémorale. Donc, il prenait un membre inférieur, il prenait la cuisse, il mettait un point au milieu de la diaphyse fémorale et il faisait une coupe à ce niveau-là. Il utilisait un mode 3D, il faisait une coupe à ce niveau-là, il mesurait le périmètre de la cuisse. Ça peut effectivement être un élément intéressant. En ce qui concerne les signes craniofaciaux du Beckwith, la macroglossie que tout le monde connaît. Alors attention, macroglossie, c'est pas juste la langue, de temps en temps, elle sort un peu, ce qui peut être parfaitement le fait d'un fœtus un peu glouton et qui se délecte de ce qu'il y a dans le liquide amniotique après que sa maman ait mangé des choses intéressantes. Mais c'est une macroglossie qui est permanente. La langue est trop grosse pour la bouche qui la reçoit. Un prognathisme mandibulaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir une mandibule qui est poussée en avant par la langue, et puis quelques autres anomalies, pas forcément très faciles à voir, mais pensez aussi à la suture métopique saillante. Et puis, il
il y a un signe sur le sillon, sur le lobe, sur les lobes des oreilles, qui n'est pas forcément très facile à voir, mais qu'on arrive quand même à voir avec le 3D. Pensez à l'omphalocèle. Omphalocèle doit vous faire penser absolument au Beckwith. Et bien évidemment qu'à partir de là, vous avez macrosomie, vous avez macroglossie, vous avez omphalocèle. Le tableau commence à se compléter et vous allez regarder évidemment les reins qui sont volontiers des gros reins, qui sont parfois assez peu différenciés, mais pas très différents de la normale. Ils sont gros, mais pas très très différents de la normale. Parfois, ils sont dysplasiques. On peut avoir évidemment des hépatosplénomégalies, on peut avoir des cardiomégalies. Et puis, j'avais parlé de ça à Montpellier il y a 2 ans, je crois maintenant, enfin 1 an et demi, un pancréas qui est gros, qui est aussi un élément qui peut intervenir, enfin, se retrouver dans le syndrome. Et puis, un placenta qui peut être le siège d'une dysplasie mésenchymateuse. Ce n'est pas dans tous les cas, c'est dans 20% des cas. Alors, donc, en fait, la triade classique, on vient de la voir et on peut la reprendre. Macrosomie, macroglossie, omphalocèle. Et vous voyez tous ces signes, plus de 80% pour la macrosomie, 80% pour la macroglossie, 75% dans l'omphalocèle. Donc, c'est vraiment des signes qui doivent vous attirer votre attention. Alors, la fameuse langue, là, vous voyez, elle est tout le temps en permanence, elle sort ici. On peut mesurer la circonférence linguale. En fait, une circonférence linguale normale, c'est on prend l'âge en semaines d'aménorrhée, on multiplie par 2,75 et ça donne effectivement la circonférence normale. Et donc, vous voyez qu'ici, sur ce cadre de Beckwith, on est à 30 semaines. Donc, on prend 30, multiplié par 2,75, on devrait trouver 82,5. Et là, on a 118,6. Donc, on est assez nettement au-dessus de la norme. Il y a des tables aussi qui ont été faites par mon ami Aquiron et qu'on peut retrouver dans Ultrasound dans un volume déjà maintenant assez ancien. La macroglossie, donc, avec cet aspect en 3D qui est tout à fait caractéristique, avec surtout cette langue qui est en permanence dehors, et puis cet aspect du nouveau-né porteur d'un Beckwith. L'omphalocèle, vous connaissez, la taille de l'omphalocèle peut être très variable, mais savoir penser au Beckwith devant l'omphalocèle, surtout si on a une macrosomie qui n'est pas très très importante, et donc ne pas omettre d'y penser. Alors les autres signes, on en a déjà un petit peu parlé. Évidemment, il y a volontiers un hydramnios, il y a une viscéromégalie, gros rein, j'en ai parlé, hépatomégalie, cardiomégalie, gros pancréas, un placenta avec une dysplasie mésénchymateuse, et je vous ai dit 20% des cas, un anomalie du cordon avec la longueur excessive. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mesurable, mais par contre, ce qui peut attirer l'attention, c'est l'aspect du cordon qui est très spiralé. Donc, effectivement, on comprend très bien que sa longueur étant excessive, il a cet aspect très spiralé. Il peut y avoir parfois des cardiopathies de type tétralogie de Fallot ou communication interventriculaire. En ce qui concerne la dysmorphie faciale, plus difficile, hormis la langue évidemment, qui est un élément qui doit vraiment attirer l'attention. Alors voilà ces aspects de gros reins, c'est des images relativement anciennes, mais vous voyez qu'en fait, les reins sont vraiment gros. Hein. Regardez, on a la vessie qui est là, elle rachisse ici. On a une différenciation, donc c'est pas très différent d'un rein normal, hormis sa taille qui est tout à fait excessive. On voit bien ici qu'en plus, on a l'omphalocèle dont on a largement parlé. La dysplasie mésenchymateuse, quand on regarde un peu vite, on a l'impression que ça ressemble un peu à une môle, sauf qu'on a beaucoup de tissus entre les différentes images anéchogènes et que ça doit attirer l'attention, l'aspect ici phétopathologique correspondant. Alors pourquoi c'est important de dépister le syndrome de Beckwith? D'abord parce que ça demande une prise en charge très particulière. On est quand même devant un fœtus qui est gros avec tous les problèmes que ça peut poser au moment de l'accouchement. Il y aura évidemment à réparer une omphalocèle quand il y a une omphalocèle. Et puis il faut savoir que ces fœtus qui ont cette macrosomie, et c'est certainement en rapport avec les sécrétions d'insuline au niveau du pancréas,
ils font volontiers des épisodes d'hypoglycémie, donc ils doivent être extrêmement bien surveillés en postnatal immédiat. En ce qui concerne la macroglossie, ça s'opère. On fait effectivement des plasties de réduction de la langue. J'ai vu plusieurs patientes qui étaient porteuses d'un Beckwith et qui avaient été opérées, et c'est tout à fait satisfaisant. Alors, une mention particulière pour le risque de tumeurs chez ces fœtus porteurs de Beckwith, et en particulier tumeurs de Wilms, néphroblastome, hépatoblastome. Et je vous rapporte une petite anecdote, comme quoi il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on dit aux parents. Une patiente que je vois pour un Beckwith, quelqu'un de sa famille avait été sur Internet, avait vu qu'il y avait 15% de risque de tumeur maligne, avait bien mis ça dans le crâne de la patiente, et la patiente a fini par demander de l'interruption médicale de grossesse, pour lequel on n'a vraiment pas pu rien faire autre que faire cette interruption médicale de grossesse. C'était probablement quand même un tout petit peu excessif. Alors, la clinique postnatale, j'en ai déjà parlé, le risque d'hypoglycémie, les tumeurs embryonnaires, en particulier, donc le néphroblastome, la tumeur maligne des reins, la tumeur de Wilms, qui est effectivement bien connue. Alors, les autres syndromes, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas retenir de choses énormes. C'est des syndromes de croissance excessive. C'est très exceptionnel. Parfois, il y a quelques centaines de cas décrits en général. C'est sûr que quand on a une macrosomie avec lequel on n'a pas des signes caractéristiques de Beckwith, forcément qu'on commence à sortir la panoplie. C'est encore arrivé au staff mardi dernier, enfin hier, avant-hier sur un fœtus qui était gros. Il faut savoir que quand même, ces syndromes ont tous un certain nombre d'anomalies qui les accompagnent. En particulier, vous voyez, Golabi et Pallister, des hernies diaphragmatiques, Perlman, des anomalies rénales, cryptorchidie, et puis Costello, dysmorphie faciale, arythmie cardiaque, ventriculomégalie. Donc, quand on a un fœtus qui est volumineux, qui a une macrosomie, en premier lieu, on cherche un Beckwith, et une fois qu'on a éliminé le Beckwith, eh ben, on commence à se pencher sur ce type de syndrome beaucoup plus rare. Là, pareil, je vous ai mis quelques références par rapport à ces différentes anomalies que vous pourrez lire si ça vous intéresse. Donc là, on était sur les anomalies biométriques. Maintenant, en ce qui concerne les anomalies de la forme, on rentre dans le groupe de ce qui est les craniosténoses. Et ces craniosténoses, je vous rappelle un certain nombre de choses. D'abord, on va regarder quelles sont les recommandations. On va faire un petit rappel anatomique. On va voir quels sont les outils qui sont à notre disposition pour le dépistage et le diagnostic. Un certain nombre de généralités sur les craniosténoses. Dans quelles circonstances on fait le dépistage, une classification des craniosténoses et quelques exemples pour illustrer mon propos. Alors, en ce qui concerne les recommandations qui ont été faites en 2005 pour l'échographie de dépistage par le Comité national technique, qui ont été reprises par la Conférence nationale d'échographie obstétricale et fœtale en 2016, les recommandations, c'est quoi? En ce qui concerne le dépistage, contour de la boîte crânienne au 2e et 3e trimestre, donc, et c'est toujours la même chose, c'est aspect normal des contours de la boîte crânienne. Il y a des recommandations qui ont été faites pour les échographies de diagnostic, et vous voyez qu'il n'y a rien de plus, puisque aussi on parle des contours de la boîte crânienne. Alors, un petit rappel anatomique sur ces différentes sutures et fontanelles. Si on prend ici un abord latéral, on voit très bien ici cette suture coronale entre le frontal et le pariétal, la suture lambdoïde entre le pariétal et l'occipital. Ici, une fontanelle postérieure qui est la fontanelle mastoïdienne, vous savez, c'est celle que vous utilisez pour regarder le cervelet. Et puis, une fontanelle moins connue, c'est la fontanelle ici sphénoïdale, qui
qui m'a permis au début, quand je regardais le chiasma, de bien le voir. Et puis ici, la suture squameuse. Si on regarde sur une coupe, enfin sur un abord au-dessus du crâne, on voit effectivement la suture métopique entre les deux os frontaux, la suture sagittale supérieure qui s'étend du bregma au lambda, c'est-à-dire de la grande fontanelle à la petite fontanelle, entre les deux pariétaux, et puis l'extrémité supérieure de la coronale qui vient rejoindre ici la grande suture et que on voit en prolongement de l'image qu'on avait vue initialement. Alors, comment imager les contours crâniens? On a différentes possibilités. L'échographie conventionnelle, l'échographie volumique, le scanner, l'IRM, le scanner osseux 3D. Alors, en ce qui concerne l'échographie conventionnelle, eh ben, on n'est pas très à l'aise puisqu'en fait, on procède avec une coupe, donc en 2D, et donc on voit effectivement les sutures, mais on voit les sutures à un certain niveau. On n'a aucune idée comment elles sont au-dessus ou en dessous, sauf peut-être en faisant un balayage comme ça tangentiel pour voir ici la suture coronale, et puis ici un balayage qui est tangentiel sur le bord du crâne, où vous voyez on arrive à peu près à suivre la suture coronale. Ceci, à mon avis, est complètement dépassé et il faut utiliser impérativement, quand on est devant une histoire de crânosténose, il faut utiliser le mode volumique dit maximum ou osseux. C'est un mode où on va faire ressortir les voxels qui sont déjà échogènes, ce qui veut dire qu'on va faire ressortir les voxels osseux. Et vous voyez très bien sur cette image qu'on a une image qui est évidemment tout à fait conforme à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le crâne en phétopathologie. Et en fait, simplement, eh bien, c'est parce qu'en fait, on a là une vue en face des structures, et c'est cette vue en face qui est reproduite ici. Et donc, ça me paraît vraiment être un élément extrêmement, extrêmement important. Dans le mode volumique, sur la plaque précédente, j'avais fait une acquisition en mode osseux. On peut aussi utiliser quelque chose qui est très intéressant, qui s'appelle l'OmniView. En fait, OmniView, on fait une petite tranche de volume, vous voyez, dont l'épaisseur est stylisée ici par cette ligne pointillée. On regarde à ce niveau-là et vous voyez qu'en fait, on obtient cette tranche de volume et qu'on a les structures que l'on cherche à voir. C'est extrêmement rapide. En fait, c'est un mode qui est un mode en temps réel. Donc, c'est du 4D. On appuie sur le bouton 4D. On va chercher OmniView. On n'a plus qu'à mettre la ligne qu'on peut orienter avec un bouton qui permet d'être le plus parallèle possible aux structures qu'on veut voir. On donne une certaine épaisseur et on a ces images qui sont tout à fait pertinentes. On peut aussi utiliser le VC plan A. Je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. On met une certaine épaisseur, mais on n'est pas beaucoup mieux que quand on utilise le 2D avec un balayage tangentiel. Donc, vraiment privilégier le mode d'acquisition volumique 3D et pour plus de simplicité, le mode OmniView en 4D. Alors voilà ce que ça donne différentes images. Hein. Suture sagittale, la grande fontanelle, l'écaille occipitale, la suture squameuse, la coronale, la suture métopique. Donc toutes ces sutures sont faciles à voir. Le scanner n'apporte pas grand-chose. Peut-être Mustapha en dira quelque chose tout à l'heure. L'IRM, elle a plutôt comme intérêt de montrer les structures cérébrales que les structures osseuses crâniennes. Ce qui est évidemment par contre plus intéressant, c'est le scanner 3D. Vous voyez qu'on a des magnifiques images avec ce scanner 3D, ces reconstructions. Et vous voyez ici que manifestement, on est il y a une anomalie, puisqu'en fait, cette suture métopique est très large, et on va y revenir. Alors, quelques généralités sur les craniosténoses. C'est la fermeture prématurée d'une ou plusieurs sutures. La fréquence, c'est pas si rare que ça, 1 sur 2000 à 1 sur 3000. Il y a une centaine de types différents, dont la moitié ont un substratum génétique, et je dirais substratum génétique connu actuellement, parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on découvrira plus tard.
La classification, elle se fait en fonction de là où des sutures atteintes. La pathologie, enfin, la craniosténose la plus fréquente, c'est la scaphocéphalie, on va y revenir. C'est une fermeture prématurée de la suture sagittale supérieure. Ces craniosténoses peuvent être syndromiques associées à d'autres signes, peuvent être non syndromiques isolées, et la génétique est souvent très complexe, et c'est quand même là l'examen clinique échographique et du scan qui nous intéresse. Savoir rechercher une prise de valproate ou une ostéochondrodysplasie. Alors, en fait, comment on est amené à faire le dépistage d'une craniosténose? Eh bien, premièrement, parce qu'en fait, et là, on est plutôt dans une échographie diagnostique de référence, on nous envoie une patiente parce qu'elle est à nouveau enceinte et le premier enfant de la fratrie a une craniosténose, ou on a des craniosténoses connues dans la famille. Et puis, évidemment, la deuxième chose, et qui est le vrai dépistage, c'est la mise en évidence d'anomalies du contour crânien quand on fait son échographie de dépistage. Alors, évidemment, tout ce qui est anomalie des contours du crâne n'est pas forcément une craniosténose. 3 exemples ici. Un crâne en fraise dans une cas d'une trisomie 18. Ce crâne en citron que vous connaissez bien, tout à fait en rapport avec un spina bifida ouvert, et puis une brachycéphalie, une image assez ancienne qui correspond à une trisomie 21. Une classification est importante pour savoir de quoi on parle. Alors si on part de la suture ici métopique, on a, quand la suture métopique se ferme prématurément, une trigonocéphalie, vous voyez, avec ce triangle en avant. Quand on a une suture coronale qui se ferme de façon unilatérale, on a une plagiocéphalie avec effectivement un crâne très déformé et très plat du côté de la suture qui est fermée prématurément. Quand on a une anomalie de type fermeture prématurée des deux sutures coronales, eh bien, on a une brachycéphalie avec un crâne qui est plutôt turiforme, c'est-à-dire tout pousse vers le haut, puisqu'il faut savoir que, évidemment, quand il y a une anomalie de type fermeture prématurée d'une suture, le cerveau va continuer à se développer et il va essayer de pousser partout où il peut, et donc il va effectivement déformer ce crâne, et c'est un élément très important dans le diagnostic. Et puis, je vous ai déjà parlé de la scaphocéphalie. Scaphocéphalie, fermeture de la suture prématurée de la suture sagittale supérieure, et donc vous voyez cette déformation du crâne qui est allongée dans le sens antéro-postérieur de façon très importante. Alors en fait, la chronologie des signes. Voilà, ici je vous montre 12 semaines. Si on regarde ce profil, on se dit quoi? On se dit, ouais, le front peut-être un peu bombant. Bon, d'accord. On est à 18 semaines, on est à 32 semaines, et là, effectivement, la déformation, elle commence à devenir très importante. Et en fait, ce fœtus avait un syndrome de Pfeiffer, et donc c'est un élément très important. Donc, il faut savoir que les déformations du crâne sont présentes avant qu'on puisse mettre en évidence les sutures fermées. Et que pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, de développement du cerveau, donc qui va chercher à obtenir de la place là où il peut, en fait, le premier signe d'une craniosténose, ça peut être une suture, au contraire, anormalement ouverte. Et donc, savoir quand on a une anomalie de forme du crâne, aller regarder les sutures en fonction de la forme du crâne, métopique, coronale, et chercher si effectivement ces sutures sont nettement ouvertes. Vous voyez, cette suture squameuse ici, elle est très ouverte, et cette suture métopique est très ouverte ici. Alors, quelques exemples de craniosténose. Savoir qu'effectivement, souvent, ces craniosténoses sont associées à des anomalies, des membres, et il faut donc savoir les chercher. Vous voyez, Appert, vous connaissez tous la main dite en moufle. Ici, Schetter-Stotzen avec des allus valgus. Vous voyez qu'à part le crouson où il n'y a pas d'anomalie potentielle des membres, eh ben on a volontiers des membres, des anomalies au niveau des membres. Et puis, évidemment, les récidives, ça, c'est un papier qui avait été fait par Jean-Pierre Bernard, et vous voyez qu'en fait, toute une série
de craniosténose. Et donc, on reprend une deuxième grossesse et on voit que ici, on a au deuxième trimestre, c'est ouvert avec dysmorphie, et vous pouvez regarder les unes après les autres, et vous voyez qu'en fait, ici, suture ouverte, et là, ça allait tout à fait bien, et que ici, ça commence, c'était encore ouvert, mais que ici, les sutures sont fermées, les sutures anocédoses sont installées au troisième trimestre, donc savoir bien rechercher quand il y a des antécédents. Et donc voilà ici la synthèse à propos des extrémités. Vous voyez que partout, là, on a des anomalies d'extrémités, sauf dans le crouson. Et donc, c'est important de savoir. Et vous voyez que dans le crouson en particulier, eh bien, il n'y a pas de retard mental et que c'est vraiment un élément très important à connaître. Donc, quelques exemples de ces craniosténoses. Le syndrome d'Apert, qui est une craniosténose bicoronale, donc déformation du crâne, déformation en tour. Quand on regarde ici à 32 semaines, on voit plus la suture coronale. Sur le scan, ce qu'on aurait pu voir aussi en échographie, on voit un élargissement très important de la suture métopique. En particulier, un élément intéressant qu'on peut voir parfois en échographie, mais c'est moins facile, cet aspect un peu en nid d'abeille qui correspond à l'impact des circonvolutions cérébrales sur le périoste de la face interne des os crâniens. Et puis, cette image assez caractéristique, dite mitten hand, main en moufle, avec une syndactylie du 2 au 5, et puis, a priori, un pouce qui est, lui, présent et isolé, en sachant qu'il peut y avoir des apertes où c'est une syndactylie des 5 doigts de la main. Le crouson dont je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'anomalie au type retard mental. Et vous voyez qu'ici, on a en échographie une suture métopique qui est extrêmement large, tout à fait anormale. Cet aspect très bombant du crâne avec ce crâne en tour. Et puis, bien sûr, comme ça pousse, eh bien, une exophthalmie qu'on voit ici, qu'on retrouve ici sur cette image, avec en post-natal cet aspect très bombant du front tout à fait particulier. Le Pfeiffer, c'est pas un très bon truc. Vous voyez, alors cette déformation très importante là aussi du crâne en tour, puisqu'il s'agit là aussi d'une craniosténose bicoronale avec une anomalie qu'il faut aller savoir chercher au niveau du premier orteil. Vous voyez ce premier orteil qui est très très large, un aspect en 3D, un aspect fœtopathologique de ce fœtus où on retrouve tous les signes qu'on avait découverts en anténatal. La scaphocéphalie, en 2D, on voit très bien quand on fait une coupe sagittale que le diamètre antéro-postérieur est tout à fait anormal. Ça se retrouve évidemment en échographie volumique. Je vous ai mis ici un aspect de la suture sagittale supérieure qui est quasiment invisible, alors que le témoin ici montre bien cette suture sagittale, et puis la déformation du crâne qu'on voit parfaitement aussi bien, évidemment, en scalaire osseux. Des craniosténoses asymétriques, plus rares, vous voyez, en fait, vous avez ici cet aspect tout à fait anormal de dysmorphie faciale, suture qui est fermée d'un côté, et puis vous voyez cet aspect en scanner osseux, reconstruction osseuse, tout à fait intéressante, avec non seulement cet aspect asymétrique de la face, mais aussi ces sutures effontanelles qui sont très larges. Le crâne en trèfle, c'est une pathologie qui est tout à fait complexe. Et vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voyait sur le scanner des images d'empreintes des circonvolutions. Et bien, on arrive à les voir aussi en échographie. Et vous voyez ces différentes empreintes quand on fait une reconstruction de la face interne de la table osseuse pariétale. Et vous voyez quand même que ce bébé a quand même un aspect assez perturbé. Une trigonocéphalie, regardez la forme du crâne. Là, il est aussi un peu en forme de tour. Mais vous voyez que ces sutures, la suture métopique, elle n'existe pas. Souvent, sur ces
sur ces crânosténoses, quand la suture est fermée, donc relativement tardivement, on voit un espèce de petit bourrelet ici entre les deux plaques osseuses qui correspond à la fermeture. Et vous voyez que ici, avec une reconstruction 3D, on a aussi cet aspect tout à fait normal. Savoir rechercher la prise de valproate, des anomalies chromosomiques, donc cariotype et ACPA. Alors, donc, quel peut être le message à propos de ces crânosténoses? Eh bien, encore une fois, beaucoup d'attention à l'aspect des contours crâniens lorsqu'on fait son échographie de dépistage, pas tout de suite aller se précipiter sur le cerveau. Savoir regarder ce crâne dans les trois plans, c'est très important. Vous avez vu que si vous avez une crânosténose unilatérale, vous allez avoir une déformation essentiellement d'un hémi-crâne, donc il faut savoir le rechercher. Utiliser l'échographie volumique, ça me paraît vraiment un point très important. Le scanner 3D, bien évidemment, qui va ensemble. C'est surtout ces deux examens qui sont tout à fait importants. Savoir rechercher des signes associés, en particulier au niveau des extrémités. Et puis, comme toujours, dans ce genre de choses, eh bien, le fait de pouvoir travailler avec des collègues qui ont leur expérience, leur habitude, c'est toujours extrêmement précieux. Alors, j'ai quelques références, et en particulier cet l'article qu'avait fait Jean-Pierre avec Sophie Delahaye, tout à fait intéressant que vous pourrez retrouver. Et puis, j'ai remercié un certain nombre de confrères qui m'ont donné des images qui sont incluses dans le topo. Bien sûr, vous savez qu'on peut retrouver ça dans ces deux livres. Et puis, je vous propose un scoop. Eh bien, le fameux Atlas d'écho-anatomie normale du fœtus est en phase de finition. Je pense qu'on devrait pouvoir en disposer courant janvier, peut-être, je dis pas trop mi-janvier, mais je pense que d'ici la fin janvier, il sera à votre disposition. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Et donc, eh bien. Merci Jean-Philippe pour ce topo toujours brillant, toujours clair, même des sujets aussi ardus, aussi difficiles. Tu t'en sors toujours d'une manière majestueuse. Merci encore une fois. Je pense à l'avis de l'assistance qui ne cesse de nous remercier pour ces topos. Merci, félicitations aussi pour ce bouquin qu'on attend, donc on va le commander, on va l'avoir. Me félicite pas, tu sais pas comment il est. Non, je sais que je sais déjà le contenu. C'est pas le premier du genre. On sait la qualité avec laquelle tu travailles, l'iconographie que tu soignes sérieusement. Non, c'est des bouquins qui sont dans nos rayons et qu'on consulte régulièrement. Ça nous apporte beaucoup de choses. Ben, merci. C'était une lacune à combler. Chaque fois, on passe de l'anatomie. Et là, les gens n'auront aucune indulgence pour leur connaissance anatomique. Donc, c'est un sujet qui était, bien sûr, a suscité pas mal de questions et toujours en tête de liste, c'est Leïla qu'on remercie, qui est toujours présente et qui a posé plusieurs petites questions. La première, c'est l'operculisation de la valise sylvienne et est-ce qu'il se fait à partir de la berge postérieure? L'operculation de la valise sylvienne, elle se fait aussi bien par le lobe temporal que par le lobe frontal, qui viennent recouvrir progressivement le lobe de l'insula. Donc, ça marche ensemble. Alors, la microphthalmie, est-ce que c'est un signe de Zika? Je pense qu'il doit y avoir plein de signes qu'on ne peut pas tous. Je pense qu'effectivement, ça a été, entre guillemets, très à la mode, le Zika, quand il y a eu cette épidémie importante, en particulier donc en Guyane. J'ai la chance de connaître les gens qui sont en Guyane, à Véronique Lambert et Léo Pomar, qui est un garçon qui est sage-femme et qui se trouvait au bon endroit au bon moment et qui a fait des topos, enfin, des articles magnifiques sur la craniosténose. Il y a 2 articles dans Ultrasound et où effectivement il y a quand même une association de signes extrêmement importants. Bien sûr, la microcéphalie, mais tous les signes cérébraux. Grosso modo, quand vous mettez la sonde, c'est un vrai bazar, quoi. Donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est savoir poser la question, est-ce qu'il y a eu un séjour en zone d'épidémie?
Je pense maintenant que c'est une épidémie qui a l'air d'être stabilisée. Même, Je veux dire, on parle beaucoup, on a parlé du Zika à un moment, c'était vraiment le à un certain moment, et puis ça a mais disparu. on en parle beaucoup moins maintenant. Tout à fait. Donc, alors, toujours de la part de Leïla, est-ce que c'est médico-légal quand on a une craniosténose avec un cerveau normal et à la fin, est-ce que les gens peuvent aller vers le recours juridique pour ce genre d'affaires? Euh, euh, c'est une réponse qui n'est pas forcément extrêmement facile à faire. Oui, je veux dire, on peut toujours penser qu'à partir du moment où quelque chose qui aurait potentiellement pu être vu en dépistage, en échographie n'est pas vu, des gens effectivement plus ou moins bien intentionnés pourraient effectivement avoir la tentation de porter plainte. Toujours la même chose pour obtenir des sous, mais c'est toujours la même chose. Je pense qu'il faut savoir parler avec les couples, expliquer les choses. Le secret, enfin, le secret, si secret il y a, c'est de ne jamais dissimuler quelque chose, de jouer franc jeu. Alors, évidemment, tout dépend de l'importance de la craniosténose, mais je pense que quand on voit des craniosténoses aussi importantes que celles que je vous ai montrées, scaphocéphalie, il n'y a pas de retard mental. Donc, c'est une affaire essentiellement chirurgicale. En ce qui concerne des craniosténoses où il y aurait effectivement un retard mental, ouais, on peut toujours penser qu'effectivement il y ait effectivement un risque médico-légal. Mais il y en a toujours, on fait que des choses à risque médico-légal. Ah ben justement, une autre question de notre ami Reda, qui est toujours présent parmi nous. Il se demande est-ce que l'amniosynthèse est systématique avec ACPA dans ce genre d'affaires? Alors oui, je remercie de la question parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai passé un peu vite sur l'aspect génétique, mais vous avez vu qu'il y a effectivement des anomalies du type FGFR3, FGFR2 et un autre gène qui s'appelle TWIST. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est absolument indispensable de faire une amniosynthèse, un karyotype et une ACPA. La manière de mesurer, je pense, notre ami Kautsar Eraqi est arrivé un petit peu en retard. Il demande comment on calcule la surface de la langue. Je Donc, pense que on fait une coupe axiale où on voit en arrière, on voit bien le larynx. En avant, on voit le tu bord. peux reprendre l'image, s'il te plaît. Tu as l'image, ça serait plus. Alors, attends, je vais essayer de la mettre, l'image. Tac, tac, tac. Bécuic. Oui, monsieur. Ah, il est beau ton bouquin. Hein. Oui, oui, il est dans le bouquin, mais je vais vous la Oh, remontrer. il est beau, il est beau. Là, il dégage bien. Hein. Tu sors du bleu. De quoi? Ah oui. Tu sors du bleu. Là, c'est vraiment original, je dirais. Oui, oui, j'en avais marre du bleu. Ah oui, justement, c'est un rouge. C'est bien. Voilà, donc là, la mesure de la langue. Est-ce qu'on voit bien l'image là? Si tu agrandis plein écran, ce serait bien. Plein écran. Voilà, tac. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc en fait, mesure de la circonférence linguale, on fait une coupe axiale. On voit ici en arrière le larynx, vous voyez qu'on voit ici, et puis on contourne la langue, et c'est vraiment dans un plan axial correct. Et donc, je vous rappelle la formule, le terme en semaine d'aménorrhée est multiplié par 2,75 égale la circonférence, le périmètre de la langue. Je rappelle aussi que ces webinaires sont sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez les reprendre et revoir les images et tout le topo de Jean-Philippe à être posé. Et avec les références bibliographiques qui sont très, très riches et qui peuvent, bien sûr, nous permettre encore d'approfondir certains points non abordés directement. Alors, je vois encore des questions de Leïla. Oui, moi je Dans le pense. discours à la famille, il faut insister sur la normalité du cerveau sous-jacent. Oui, je pense que c'est très, très important de bien expliquer. Alors, il faut se méfier hein, quand même, parce qu'il y a quand même des craniosténoses où il y a des retards mentaux. Mais en particulier dans le crouson, il faut bien insister sur le fait qu'effectivement, c'est l'emballage qui est altéré, c'est pas a priori
le cerveau lui-même, sauf quand même un certain nombre de cas où il faut quand même être prudent. Donc, mais je pense que la remarque de Léla est une excellente remarque. Oui, dans le Zika, il y a une autre question qu'elle avait posée, c'était dans le Zika, est-ce qu'il y a des microphthalmies? Oui, il y a des microphthalmies, effectivement, qui ont été décrites. Je crois que dans le dernier papier de Léo Pomar, là, justement, on parlait pas mal des anomalies au niveau oculaire. Moi, je pense qu'on arrive au terme de… Il y a encore une question là de Sadia. Oui, peut-on évaluer l'encéphale à partir de l'échographie ou bien faut-il s'aider d'une IRM cérébrale? T'en penses quoi, toi? Malheureusement, tu sais, le scanner, tu as parlé tout à l'heure du scanner 3D, on a même en basse dose qui permet de faire des reconstructions extraordinaires, mais il n'y a pas beaucoup de demandes. C'est ça ce qui fait qu'on n'a pas des séries, on n'a pas comme chez toi où il y a des centres qui sont dédiés à cette pathologie, à l'anténatale. Que ce soit en IRM, au scanner, les demandes sont très, très faibles. Déjà, les gens ont du mal à faire une échographie, encore moins quand on leur demande. Moi, je dis, s'il y a un domaine qu'il faut encore développer, c'est la génétique ici. Il faut vraiment qu'il y ait de la génétique qui doit, bien sûr, accompagner d'images. Comme tu sais, c'est quelque chose de fondamental d'avoir, pour avoir un conseil génétique correct, il faut avoir des généticiens derrière qui peuvent vraiment donner le pronostic. C'est ça l'intérêt de ces anomalies. Bien sûr, on les voit, on les caractérise, mais le but, c'est d'aller plus loin, savoir conseiller les parents. Est-ce que ça va être un retard mental? Est-ce que ça va handicaper cet enfant? Et c'est ça la grosse question. Je me permets de compléter ta réponse en disant qu'en ce qui concerne les craniosténoses, je crois l'avoir bien dit dans le topo, c'est essentiellement l'échographie, en particulier l'échographie volumique en mode maximum, le scanner osseux. Alors évidemment, après, peut-on évaluer l'encéphale à partir de l'échographie ou bien faut-il s'aider d'une IRM? C'est toujours la même réponse. C'est des techniques qui sont complémentaires, effectivement, mais là, dans le cas présent, je vais dire, dans le cas présent, en ce qui concerne le cerveau, c'était plutôt dans les pathologies biométriques. Oui, évidemment que c'est fromage et dessert. C'est-à-dire que en échographie, on le voit très bien, il y a Marie Brasseur a fait un webinaire très intéressant là sur le cerveau chez G. Et effectivement, je suis assez content parce qu'elle est radiopédiatre et elle dit bah, il y a quand même une résolution avec l'échographie qui nous permet d'avoir des coupes très intéressantes. Maintenant, à contrario, quand on est assez avancé dans la grossesse, qu'on est au particulier au 3e trimestre, eh ben, je ne prétendrai jamais pouvoir faire le tour du cortex cérébral en échographie. C'est pas possible, quelle que soit la bonne volonté. Et ensuite, en particulier la substance blanche, je pense que c'est encore l'apanage de l'IRM. Et donc, encore une fois, il faut se servir de tous les outils dont on dispose. Tout à fait, mon cher ami, on est d'accord là-dessus. C'est question de moyens. Ah bah bien sûr, comme souvent. Le gros freinage, c'est le moyen. Parfois, les peu d'IRM que j'ai faites, parfois c'est un complément intellectuel plus qu'autre chose. On a la machine qui est en bas, je descends les patients, on fait quelques coupes, quelques séquences. Ça nous permet de voir que parfois, bien sûr, l'IRM, ça apporte beaucoup de choses, surtout dans les grossesses avancées, comme tu as dit. Tout à fait, oui. Donc, moi, je pense qu'on arrive à ce terme et on termine cette année 2020. J'espère que la 2021 sera meilleure. En te souhaitant, bien sûr, de joyeuses fêtes de fin d'année et on te souhaite le meilleur pour nos prochaines rencontres qui seront très probablement au cours des premiers trimestres, j'espère, 2021. On n'ose même plus avancer des dates, mais je suis persuadé que nous, on va être tous vaccinés. Je pense qu'on va nous en sortir de cette histoire et tu peux venir tranquillement. Je pense que nous aussi, on va être vaccinés. Je veux dire, je ne fais pas partie de ces complotistes anti-vaccins.
je pense qu'effectivement, quand le vaccin sera disponible, je vais, vu mon grand âge, je vais envisager de le faire très sérieusement. Et effectivement, ce qui nous permettra de nous retrouver avec grand plaisir. Effectivement, je pense que pour le mois de décembre, on va se faire une petite pause, relax, parce qu'en fait, on a des webinars de partout. J'ai l'impression d'être branché à Zoom ou à Teamworks, un truc. Voilà. Et donc, je te propose, Mousse, qu'on s'appelle, nous, la semaine prochaine, tranquillement, pour effectivement déterminer ce qu'on fait au mois de janvier. Tout à fait. Je vous souhaite aussi à tous une très bonne fin d'année. Je pense à vous et j'espère vous retrouver bientôt. Ça sera avec grand plaisir et je pense que la fête, elle va être super. Allah. C'est ce qu'on dit. Eh bien, ciao et à bientôt, mon cher Jean-Philippe. Ciao les amis. Ciao.